Ça, Monsieur le Président. Ben, c'est toujours un plaisir. Vous allez bien, Président? Sauf si vous pensez que vous avez des éléments qui vous amènent à croire que je pourrais ne pas aller Du bien. tout, Monsieur le Président, du tout. Non, je vais bien. J'étais juste curieux, Monsieur le Président. Juste curieux, c'est un peu curiosité, Monsieur le Président. Mais vous savez pas là-dessus, je suis un homme sans problème. D'accord, Monsieur le Président. Voilà, je vis avec peu, je n'ai pas beaucoup d'ambition matérielle. Bon, j'aime toujours vous rappeler ça comme, c'est comme François, non? Je lutte, Bon, je vais. voilà, voilà. Et puis, on a beaucoup de raisons d'être optimiste et enthousiaste, parce que nous avons le monde à refaire. Un grand chantier. Là où d'autres ont achevé leur course, nous, on a le monde à refaire. Un grand chantier, Monsieur le Président. Un très grand chantier. Un chantier universel. Mais contrairement à d'autres, nous, on veut le bâtir. Nous, notre pilier, notre levier principal pour affronter ce grand chantier, c'est le vrai Dieu. Voilà. Le vrai Dieu, Monsieur le Président, vous le dites. Ça dérange certaines oreilles, mais bon. En tout cas, Monsieur le Président Bandakani, nous comptons sur votre. En fait, nous espérons que votre vrai Dieu la gérera de manière diligente parce que les Camerounais ploient sous le poids de contraintes particulières, Monsieur le Président Bandakani. Tout à fait. Dans l'entame de cette émission, Monsieur le Président Bandakani, le sommaire a été clairement indiqué. Et la première préoccupation qui est la nôtre est la suivante, Monsieur le Président Bandakani. Monsieur le Président Bandakani, avez-vous un compte X, Monsieur le Président? C'est le parti a un compte X, mais il fallait que j'ai un compte X. Ça tombe bien, Monsieur le Président, parce que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, alors qu'il a habitué ses compatriotes à des prises de parole essentiellement institutionnelles, depuis le début de ce mois d'avril, fait des publications quotidiennes sur le réseau social X, anciennement Twitter, Monsieur le Président. Dans ces publications, le président Paul Biya se pose comme étant l'autorité morale éminente, à la fois du nationalisme, du patriotisme et même du panafricanisme. Le fait que le président Paul Biya ait décidé de sortir son mutisme caractéristique oblige les Camerounais de tous bords à réfléchir sur la signification de cette soudaine communication numérique du président, qui est plus ou moins offensive, Monsieur le Président. Nous avons donc en mémoire que lors de ses discours, le président Paul Biya avait invité les Camerounais à se construire comme étant des internautes patriotes. Manifestement, le président Paul Biya commence à prêcher par l'exemple. Il nous plaît de rappeler que l'élection présidentielle au Cameroun est prévue pour cette année 2025. Si le président Paul Biya, président national du RDPC, n'a pas encore confirmé sa candidature, lui, qui a de 92 ans, les statuts de son parti RDPC font de lui le candidat statutaire. Et les motions de soutien associées aux appels à candidature affluent de tous les coins du pays, du fait, évidemment, des leaders de son parti, M. le président Bandakani. M. le président Bandakani, quelle est votre analyse de cette activité numérique du soudain du président Paul Biya? N'avons-nous pas ici affaire à un patriarche nonagénaire, âgé plus de 90 ans en l'occurrence, qui découvre tardivement les joies émotives du bavardage numérique, M. le président Bandakani? Waouh! Bon, tout d'abord, pour apaiser l'atmosphère, il faut saluer nos internautes. C'est la tradition, il faut les saluer. Parce que c'est aussi pour eux que nous sommes là. Effectivement, M. le Président. Je les salue. Je témoigne toute mon affection. On est devenu une famille et de plus en plus, on a de la peine à imaginer une vie sans eux. Ils nous accompagnent dans ce combat. Je voudrais les saluer et les marquer ma reconnaissance. Je voudrais saluer l'équipe technique, sans laquelle il n'est pas possible de faire une émission. Oui, beaucoup de contraintes. Voilà. Je voudrais saluer tous les internautes, tous les sympathisants et camarades du parti qui sont plus que les internautes, mais internautes engagés. Parce que nous sommes dans une bataille numérique aussi. Le NMP n'est pas dans les réseaux sociaux pour de dynamique politicienne. On a tout un projet de civilisation qui nous accompagne. Et ce que nous avons annoncé, nous avons dit que nous venons déclencher le processus d'émancipation numérique de l'Afrique. Il ne faut pas oublier ça. Une ambition, M. le Président. C'est même plus, c'est pas seulement une ambition, on est déjà dans sa réalisation. Si vous vous souvenez, nos habitudes. Donc, l'Afrique doit briser le joug de sa dépendance numérique, doit tout faire pour enrayer le processus de colonisation numérique qu'elle subit. C'est l'agenda de fond de notre président dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas simplement la dimension de communication ou bien de présence numérique, il y a tout ça. Il y a aussi la formation. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus nos internautes voient pas défiler de nouvelles figures, de nouvelles voix, de nouvelles personnes. Et je suis heureux de voir que loin de leur créer un quelconque préjudice, ils semblent apprécier. Et c'est le plus important.
on va maintenir cette dynamique, concilier en même temps la formation d'une nouvelle élite panafricaniste avec la nécessité d'être puissant dans les réseaux sociaux et évidemment sous la matrice de ce grand projet civilisationnel qui est l'émancipation numérique de l'Afrique. Voilà. C'est la question maintenant, Monsieur le Président. Bon, l'activité épistolaire numérique du président, évidemment, nous interpelle en tant qu'acteur politique, mais aussi en tant que citoyen du Cameroun. C'est vrai que le président, il assume là 2 casquettes. Je pense que la principale casquette, c'est celui de chef de l'État. C'est celle de chef de l'État, il n'a pas l'ordre de l'État. Loin de là. Je considère que là, c'est le président de la République qui fait des tweets. Qui tweet. Mais il ne faut pas être naïf aussi à savoir que, bon, il est président de la République, mais il y a une élection en vue cette année. Octobre 2025. Et que le chef de l'État peut cacher le candidat. Ça fait partie de son avantage, mais ça n'empêche pas qu'on puisse décrypter, n'est-ce pas, les enjeux de cette intense activité épistolaire présidentielle, le support numérique. Mon analyse est que le président ne pouvait plus rester silencieux face à l'enjeu principal qui travaille le pays, l'élection présidentielle. Mais derrière l'élection présidentielle, il y a de vrais enjeux. Au-delà de la négociation de ce cap, il y a l'avenir du pays qui inquiète les Camerounais, du fait que, au plan politique, est posé le problème de la succession du président. On ne peut plus différer ce débat, il est là. Mais Monsieur le Président, excusez-moi de vous couper. Au regard de la sociologie électorale qui est en grande partie en faveur du président Paul Biya, s'il est candidat, quelle est l'opportunité, que peut être l'opportunité électorale de cette tweet, sachant qu'il est presque gagnant, il a la quasi-avantage sur le plan du cadre électoral au Cameroun? Bon, je reviens, vous n'allez pas m'éloigner de mon rythme. Pas l'intention, Monsieur le Président, on veut seulement comprendre. J'ai en face des intervieweurs, donc je vous gère, comme on dit chez nous. Vous me relancez, mais je dois garder la ligne de ma pensée. Je ne veux pas fuir votre question. Hein. Je considère que c'est une simple relance. Donc, je suis en train de dire qu'on est en face du chef de l'État qui tweet. Mais le chef de l'État cache un candidat. Il ne s'est pas encore déclaré. C'est la complexité en termes d'angle d'analyse qui se dégage de l'activité. Il avance non masqué, Monsieur le Président. Oui, on peut objectivement le dire, puisque n'ayant pas dit qu'il est candidat, ça suppose qu'il peut être candidat. Donc, on est dans une ambiguïté stratégique qui est avantageuse pour le président. On ne va pas lui enlever cet avantage-là. Vous avez dit tout à l'heure qu'il est le président, il est le candidat statutaire de son parti. Effectivement. Il est le précédent. Cet aléa. Un parti dans lequel le Congrès n'a pas été depuis au moins 10 ans, Monsieur le Président. Cet aléa qui est souvent préjudiciable pour d'autres partis. Lui, il n'a pas ce problème dans son parti, puisqu'à ce niveau-là. C'est une règle à faire. C'est une règle à faire. Donc, malgré ça, on va essayer de s'aventurer dans l'analyse de la qualité épistolaire du président. J'étais en train de dire que le Cameroun fait face à des enjeux cruciaux, déterminants pour son avenir. Et l'élection présidentielle vient simplement aggraver, dans le sens d'intensifier la manifestation de cet enjeu-là sur une forme bruyante à cause de l'actualité politique. Mais ces enjeux-là sont là. Donc, de mon point de vue, l'important des tweets présidentiels, de mon point de vue, c'est la capacité des tweets non seulement à clarifier ces enjeux, mais à démontrer que le président, au-delà de la puissance de son statut, de sa puissance politique en tant que chef du RDPC, de sa grande expérience, est-ce que fondamentalement, il peut encore incarner l'avenir du pays, de manière à nous aider à traverser, de manière à apaiser ces enjeux.
Ces enjeux sont des enjeux de sécurité nationale, au premier point. C'est-à-dire que notre pays fait face à des menaces. Le NMP a suffisamment interpellé l'opinion nationale et internationale sur la question. Les menaces sécuritaires, les menaces géopolitiques, la menace interne qui est liée au fait que, qu'on le veuille ou pas, on a réussi à faire de l'association l'enjeu politique majeur dans le cadre du débat politique dans le pays. Donc, de ce point de vue, les tweets me laissent sur ma faim. Quand j'analyse les tweets du président, j'ai l'impression qu'on est en pré-campagne électorale. On est en pré-campagne électorale de manière claire. Quand on voit les thèmes qui sont dégagés par les tweets du président, la décolonisation des mentalités, décolonisation de l'État du Cameroun, l'unité nationale, la forme de l'État, l'idéologie politique, nationalisme, panafricanisme, puisque Oui. Oui, ça a été. Désormais, il se présente comme étant le champion, hein, monsieur le Oui, président. tout à fait. Que ce soit le plan du patriotisme, nationalisme, Oui, tout à fait. panafricanisme. Il y a la paix, la résilience du pays, l'espérance. Il y a les questions de sécurité. Il y a l'éthique des relations internationales, la souveraineté numérique et la dimension prophétique du Cameroun. Un grand destin attend le Cameroun, le président l'a répété. Et puis il y a la Camerounité, la nécessité de dépasser les ancrages régionalistes, ethniques, etc. Donc, quand vous analysez la succession de thèmes et la manière dont le président l'aborde, d'abord pour ceux qui ont pris le temps de régulièrement suivre le président, d'éplucher les thèmes qui lui sont chers, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté. Oui, président Bandakani, vous en prie, je voudrais vous en prie. L'éthique des relations internationales, c'est son dada. Dans ses différentes sorties, ça a été son dada. La question de la souveraineté du pays, il incarne ça. En tant que président, c'est normal. En tant que président. Ce qui est nouveau dans l'étude, c'est de manière claire aborder la question de la décolonisation, même si c'est sur le prisme des mentalités, mais il a posé le problème. La décolonisation des mentalités, etc., dont de l'état du pays. Il a remis sur la table la question de la dimension prophétique du Cameroun. C'est ça il avait dit ça plusieurs fois, qu'un grand destin attendait le pays. Il a répété. Il y a l'enjeu, il y a la Camerounité. Il affirme ça. Alors que dans le communautaire, il parlait plutôt d'intégration nationale. Est-ce qu'il emploie le mot Camerounité ou c'est vous qui lui prêtez ce mot, monsieur le président? C'est l'autre mot à nous. Nous ne prêtons pas le mot. C'est ce qui se dégage de cette truc. Il a beaucoup insisté sur. Est-ce qu'il emploie le mot de manière précise, monsieur le président? Non. Mais la teneur de cette tweet sur la question de la cohésion nationale, de l'unité nationale, c'est la Camerounité. Puisque si on dépasse les ancrages ethniques, ça peut arriver où? Ça peut aller où? La destination naturelle du dépassement des ancrages ethniques, des ancrages régionalistes, c'est la Camerounité, c'est le Cameroun. Donc, voilà, donc c'est clair et net. Donc, de mon point de vue, je reste un peu sur ma faim. Ma faim parce que l'analyse la plus factuelle, c'est qu'on est en pré-campagne électorale. Mais en même temps, je me souviens quand même que c'était pas le même niveau hein, en termes d'intensité. Les sorties présidentielles de ce type ont précédé la convocation du grand dialogue national. Et c'est sur ça que je voulais m'arrêter, président Bandakani. Oui. Quand on sait qu'en 2018, le président Paul Biya a eu cette même réaction, cette même attitude de multiplier les sorties sur le réseau Twitter, on se demande quelle est l'actualité de cette tweet aujourd'hui en 2024 qu'on frôle déjà la fin de son mandat. Vous l'avez noté tout à l'heure, il a dit un grand destin attend le Cameroun. Et vous avez dit encore qu'il n'y a rien de nouveau dans cette tweet-là. Et on se demande quelle est l'actualité de cette tweet maintenant qu'on arrive déjà à la fin de son mandat. Je vous ai dit tout à l'heure que pour celui qui suit les sorties présidentielles, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais vous savez que beaucoup ne s'intéressent pas au discours présidentiel. C'est clair. Beaucoup de Camerounais ne prêtent pas le temps à approfondir la connaissance de ces discours. Donc, il est évidemment que ce que je dis là relève d'une infime élite. D'une infime élite vraiment de l'élite. Donc, ce qui est nouveau, c'est ce que tout à l'heure j'ai
J'ai cité un ensemble de choses qui sont nouvelles. Pour répondre directement à votre question, le NMP depuis pratiquement 1 an et même plus n'a pas cessé d'attirer l'attention des Camerounais et de l'opinion nationale et internationale sur les dangers qui menacent le Cameroun. Bon, je vais me répéter, ce n'est pas nouveau. Il y a même plus de, c'est pas plus d'1 an, ça va bientôt remonter, pratiquement 2 ans, nous attirons l'attention. Des menaces sérieuses pèsent sur le Cameroun, sur lesquelles le président, lui, il n'a jamais communiqué. Il est rare en communication, il est rare. Il a agi en tant que garant de la sécurité nationale. Il a agi dans son engagement. Il est l'un des pionniers de la force multinationale mixte, qui connaît actuellement des problèmes avec des désertions. Le Niger s'est retiré, le Tchad même suspendu de manière provisoire sa participation, etc. Bon, avec la dernière attaque que le Cameroun a subie, où nous avons perdu nos hommes, montre que la menace est là et va s'intensifier. Il y a la crise du Nozo qui n'est pas réglée. Oui. Et on voit bien les risques qu'il y a. C'est qu'il y a une jonction entre le Nozo et Boko Haram. À partir de la base arrière qu'on appelle le Nigérien. Donc les faits sont là. Il y a le fait qu'une partie de l'opinion nationale nigérienne commence à remettre en cause les accords de Gentry. On voit ça. Et c'est pas. Et derrière, il y a des lobbies, il y a des groupes. Alors, quand on voit les tensions géopolitiques internationales, la reconfiguration de la géopolitique mondiale, on voit très bien que, non seulement en plus de l'élection présidentielle, il y a le fait que la succession du président qui est posée sur la table va intensifier cet enjeu. L'intensifie. Parce que les différentes factions du pays qui veulent à tout prix remplacer le président anticipent sur la question, au-delà de ce que le président pense. Ces forces-là anticipent. Une bonne partie de l'endocolonat anticipe, en faisant des alliances à l'étranger. Des forces politiques anticipent. On n'a qu'à voir leur positionnement. La question du tribalisme qui amène le président à beaucoup insister dans ses tweets sur la nécessité de l'unité nationale, n'est qu'une des facettes de cette anticipation. Le vrai débat, pour moi, c'est de savoir si le Cameroun a un avenir au-delà du président. Est-ce que, quand vous lisez les tweets, le président montre que les perspectives du pays, au-delà de sa personne, sont claires? Ce n'est pas le cas. Et ça, c'est veut dire que je reste sur ma faim, même si je comprends bien que, bon, il est difficile de demander à un président en fonction et qui a le positionnement du président d'ouvrir un chapitre qu'il a maintenu fermé depuis très longtemps et sur lequel ce qu'on sait de lui, c'est que bon, Cameroun n'est pas une dynastie, il est vraiment venu, les Camerounais vont trancher démocratiquement. Mais le cadre démocratique au niveau formel, même là-bas, est inquiétant. Est-ce que le dispositif qui est mis en place, au cas où le président n'est pas là, va résister devant la puissance et la violence des appétits politiques et partisans, des stratégies géopolitiques? Ce n'est pas que quand le président dit ça, il a tort, non. Mais la réalité, au cas où lui ne serait pas là, est-ce que la forme de l'État, est-ce que la forme institutionnelle de la démocratie camerounaise peut résister devant la puissance des appétits et des intérêts? Là, il y a l'inquiétude et on n'est pas rassuré. C'est pour ça que le LMP s'est positionné d'une certaine manière, peut-être on y reviendra, par rapport à cet enjeu-là. Nous, on a un positionnement différent des autres forces politiques. Donc, de mon point de vue, vous voyez, c'est très, comment dire ça, bien que le président, en s'exprimant sur le réseau Twitter, réseau X, anciennement Twitter, veut sortir du cadre institutionnel en matière de communication politique, il reste toujours, d'une certaine manière, prisonnier de l'institution qu'il incarne. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que, bon, si on veut interpréter les tweets sur la forme, on reste sur sa fin.
Voilà pourquoi j'ai convoqué tout à l'heure en vous disant que je me souviens que, je peux m'aller un peu loin, hein, à la veille des années 90, dans les années 89, je crois, le RDPC était à fond contre la démocratie précipitée. Des marches étaient organisées pour dire que le vent d'Est, là, c'est dangereux pour le Cameroun, etc. Après, il avait pris de court son parti, hein, il avait pris de court son parti en disant que bon, il faut vous préparer à une éventuelle concurrence. Je pense que vous étiez très jeune, mais il y en a quand je parle, ça devient très bien. Il avait pris de court ceux qui avaient marché en disant que non, on est contre notre parti, nous précipiter, etc. Il avait pris de court. Il avait aussi, d'une certaine manière, pris de court une certaine frange de son parti, de son entourage, en convoquant, à la suite toujours d'une activité épistolaire, un peu similaire, et il a convoqué le grand dialogue. Le grand dialogue sur la crise anglophone. Dites anglophone, c'est important de préciser. Donc, il a convoqué le grand dialogue. Je ne serai pas donc péremptoire en disant que les tweets. C'est pas quelque chose. Oui, on dit que je ne serai pas péremptoire. On dit que bon, ce n'est qu'une activité préélectorale. Ça peut aussi cacher quelque chose qui ne relèverait pas simplement d'une dynamique électorale. Mais bon, ne voulant pas jouer à l'apprenti sorcier, je préfère rester dans une analyse purement factuelle des prix. Voilà. On a la veille d'une élection présidentielle. Il est supposé être le candidat du RDPC, de son parti. Voilà. D'autres forces politiques ont longtemps occupé la scène dans les réseaux sociaux partout. Alors, je pense que lui, il a estimé que bon, maintenant, il doit investir le terrain préélectoral et pas de meilleur que de communiquer comme ça sur des thèmes qui montrent bien que ce sont des thèmes qui correspondent, n'est-ce pas, à une dynamique préélectorale dans le style qu'on lui connaît. Président Bandakani, depuis le début de cette année, vous ne cessez de dire que des menaces pèsent sur le Cameroun. Et vous avez signifié dans certaines occasions que vous ne soutiendrez pas la candidature du président Paul Biya à cette élection présidentielle si jamais il venait à se présenter. Mais nous savons et nous le disons souvent que jamais il y a jamais 203. Nous voulons bien vous demander de réitérer une fois encore votre position en expliquant les motivations qui vous poussent à dire que vous ne soutenez pas le président Paul Biya alors que vous l'avez soutenu à l'élection présidentielle de 2011 et 2018. Tout d'abord, il faut dire que notre discours permanent sur les menaces n'a rien à voir avec un alarmisme géopolitique et politique. N'a rien à voir. D'accord. Parce que nous ne faisons pas seulement de signaler les menaces, nous travaillons pour les neutraliser. Nous travaillons pour les neutraliser parce que une chose est de signaler des menaces qui pèsent sur le pays, autre chose est de ne rien faire pour les neutraliser. Et de faire comme si, bon, c'est à l'État seul, tel qu'il est constitué, de régler la question. Mais tout le combat panafricaniste que nous avons mené depuis 15 ans montre que nous ne nous sommes jamais comportés comme ça. D'ailleurs, je peux même dire que le panafricanisme tel que nous l'avons présenté vise aussi à protéger le Cameroun et à l'épargner, justement, à anticiper sur ces menaces-là. C'est important de dire ça, parce que sinon, nous allons verser dans l'alarmisme et ce ne serait plus l'UNMP. Donc, nous travaillons à empêcher que ces menaces-là se réalisent. Mais simplement, pour démontrer qu'on est à l'avant-garde, nous annonçons des choses et elles se réalisent. Mais nous travaillons pour ça. D'autant plus qu'il y a beaucoup de discours de force, même des prophètes, tout ça, qui annoncent des catastrophes sur le Cameroun. Je pense que vous suivez ces discours-là sur Internet. Tous ces prophètes-là, machin de malheur sur le Cameroun. Donc, nous aussi, quand nous nous exprimons sur la question, nous tenons compte de tout ça. Donc, c'est important que j'insiste dessus. Le NMP n'est pas dans l'alarmisme. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Parce que le NMP lui-même a une solution, un rempart contre ces menaces-là. Souvenez-vous, depuis 15 ans, je n'ai pas cessé de dire qu'aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Vous l'avez oublié? Non, président. C'est la marque déposée du NMP. Je n'ai pas changé. Le NMP n'a pas changé. Donc, ce serait comme si
à la faveur de ces menaces à l'UNMP1, a oublié que depuis des années, il défie ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun en leur disant tous les jours qu'aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun, y compris le président Biya s'il le voulait. Donc rien n'a changé. Nous sommes dans cette posture, mais sauf qu'il est important que, d'abord, de montrer à ceux qui complotent contre le Cameroun, c'est une alliance interne, à visage interne et externe, que nous sommes au fait de leurs activités, c'est important. Et deuxièmement, il faudrait que demain, les gens sachent que le NMP s'est distingué dans une démarche qui n'a rien à voir avec celle des autres forces politiques. C'est important en matière de définition de l'identité. Alors maintenant, pour revenir à votre question, donc, c'est dans cette perspective qu'on peut bien comprendre notre sortie. Je comprends très bien qu'il y a des forces qui veulent polémiquer autour. Le petit test m'oblige à ne pas insister sur ces forces, à ne même pas les désigner ici. Seulement, ils font pour le petit test et les gens prennent les bouts d'une sortie qui les arrange. Alors que c'est l'ensemble de la sortie qu'il faut voir. Donc, on ne comprend pas cette sortie si on ne prend pas en compte toute la marche du NMP jusqu'à présent. Donc, nous avons soutenu le président Biya 2 fois, il faut le dire, pour être clair. Parce que, il était le meilleur de tous les candidats. Parce que maintenant, j'entends qu'ils disent que maintenant, on vient me parler de Dieu parce que c'est comme si on regrettait notre job. Non. Il n'y a aucun regret. Je n'ai jamais regretté le soutien du NMP au chef de l'État. Et Dieu soutient jamais. C'était le meilleur de tous les candidats dans ces 2 élections. Sauf qu'aujourd'hui, le pays est à un autre niveau. Quoi qu'on pense, le LDPC et le président Biya ne peuvent pas réduire l'avenir du Cameroun à eux. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire que, voilà, le fait de 2011, 2018, sauf à croire que nous ne sommes pas ce que nous faisons, les choses ont été dynamisées et on est passé à autre chose. Le Cameroun aujourd'hui est un autre défi. Le Cameroun, ce n'est plus la personne, c'est pas la personne du président Biya qui est aujourd'hui le problème. Oui. On est arrivé à un autre niveau au regard même de l'évolution des contradictions internes du régime. Qu'est-ce qui a changé, président, de 2011, 2018 à 2024 ou alors 2025 aujourd'hui? Qu'est-ce qui a véritablement changé? Ce qui a changé, c'est que le NMP dit l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas le soutien au président Biya. L'enjeu aujourd'hui au Cameroun, c'est s'assurer que, au cas où le président n'est plus là, que le Cameroun ne sombre pas. C'est de garantir une véritable continuité du Cameroun, de manière à sauvegarder les acquis conquis de haute lutte par le peuple camerounais et ses efforts, évidemment sous la conduite du chef de l'État. Parce qu'en face, sauf si les gens font semblant de ne pas comprendre la géopolitique, et beaucoup ne la comprennent pas, en face, le plan, c'est quoi? C'est recoloniser le Cameroun, faire du Cameroun une plateforme, l'une des plateformes de la principale plateforme du retour en puissance de l'Occident en Afrique. Donc, c'est mal connaître le Cameroun que de penser le contraire. Donc, c'est même ça aussi un des enjeux. Quand le président dit qu'un grand destin attend le Cameroun, c'est un mot codé que nous on comprend très bien. Donc, je voudrais inviter les gens ceux qui croient aux prophéties. Mais Internet est rempli. Il y a des personnes, il y a des acteurs numériques qui ne parlent que du destin du Cameroun. Donc, vous pouvez visiter ce qu'on dit du Cameroun. Ce n'est pas, je dis bien pour ceux qui croient aux prophéties. Il y a des gens, les rationnels, je ne parle pas, c'est pas que je m'adresse. Ceux qui croient aux prophéties, ceux qui pensent que les nations ont des destinées, etc., allez visiter tout ce qui est dit pour le Cameroun. Dans le monde entier, hein, ce n'est pas seulement, vous avez des Américains qui parlent du Cameroun, des prophètes américains qui parlent du Cameroun, vous avez des prophètes au Kenya, Congolais, partout qui parlent du Cameroun et qui disent ce qu'on leur a mis à cœur de dire pour le Cameroun. Donc ce n'est pas un truc en l'air. Il est quand même bizarre. Il est quand même bizarre et inquiétant que beaucoup de personnes étrangères parlent du Cameroun et que, bon, pour les acteurs les plus bruyants de la scène sociopolitique camerounaise, cette dimension soit mise de côté. Bon, que les gens se font que nous on parle de ça, nous on est contents de tout ça. Nous sommes très contents de tout ça. Donc,
Donc, je suis en train d'expliquer ceci. C'est important que j'insiste dessus, mon cher Nguessu, que les choses soient claires. Les enjeux qu'il y avait en 2011, 2018 ne sont pas les mêmes. Je pense sincèrement que, bon, de mon point de vue, hein, là, je ne parle même pas en tant que président du NMP, je parle en tant qu'analyste simple. Je ne veux pas séparer le président du NMP de l'analyste. De manière fondamentale, en termes politiques, je ne vois pas d'adversaire en face du président qui puisse le battre. C'est parce que le système a été taillé pour lui, monsieur le président. Le NMP a prévu. Je pense que j'ai demandé à l'équipe, à votre équipe, de faire une émission spéciale sur le cadre électoral. Je répondrai à cette question pour qu'on voit ce que c'est que le cadre électoral, ce que c'est qu'un cadre électoral d'abord, avant de voir le cas parti le Cameroun. J'ai demandé à votre équipe de le faire. Je pense qu'on le fera dans les jours qui viennent. Mais aujourd'hui, je dis, hein, je voudrais me tromper. Du point de vue de l'organisation, du point de vue de l'assise, du point de vue de nos réalités politiques, je ne vois pas aujourd'hui le président n'a pas en face de lui un adversaire en interne qui puisse le battre. Vous allez voir que le danger même, c'est que c'est l'endocolonna la plus ambitieuse qui veut à tout prix remplacer le président et les forces exogènes. C'est ça le vrai danger. D'autant plus que les forces exogènes, quand on prend l'aspect géopolitique dans certains Camerounais, qu'est-ce qu'on observe? On observe que beaucoup d'acteurs politiques et de présidentiables, mais ça va choquer ce que je vais dire, sont même plutôt des instruments de ces données-là, sont même plutôt des facteurs, sont des variables, au lieu d'être des acteurs autonomes déterminants. Ce que je dis là est grave, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la loi, la vérité. Donc, vous voyez très bien que pour le LMP, notre problème, ce n'est plus, c'est-à-dire que le contexte actuel, ce n'est pas le fait que la réélection du président va coïncider absolument avec l'avenir sécuritaire du pays à court terme là, comme ça a été le cas en 2011, pour des raisons géopolitiques, en 2018, toujours pour des raisons géopolitiques, avec la particularité de la crise du Niger. Vous vous souvenez le contexte à l'époque. Voilà. Ce n'est plus la même, c'est pas le même contexte. Je ne considère pas que le président est en danger sur le plan de son élection ou pas. Le problème que nous avons, et c'est ça qu'il faut anticiper, c'est la réaction de ces forces là où le président gagne. Parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils sont bêtes, ils ont leur plan A, B, C. Et la capacité de mon pays, non seulement à réagir face à ce choc, mais à le dépasser pour que cette inquiétude qui plane sur le pays, à savoir, vraiment, oui, bon, il faut que le président s'en aille, comme les gens demandent, il faut qu'il s'en aille. Mais en même temps, s'il part, que devient le pays? Qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on entre dans une phase de déstabilisation qui peut amener le pays à se retrouver dans la situation qu'on a vue dans d'autres pays? Le NMP dit, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans d'autres rôles. Et c'est absolument pour ça, rien que pour ça, que nous avons demandé. Nous avons fait un congrès. Au lieu de faire comme d'autres forces politiques, nous avons demandé une action exceptionnelle du vrai Dieu. Voilà la raison. Donc, vous voyez que nous nous situons ailleurs. Le NMP a d'autres préoccupations. Le NMP, sa préoccupation, ce n'est pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas fondamentalement que pour que le Cameroun survive, il faut que je devienne président, c'est pas ça. Non, nous avons inversé les choses. Nous sommes en train de dire que non, il faut une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun à cause des menaces qui pèsent dans le pays, pas, à cause des facteurs externes et internes. Donc ça n'a rien à voir. Vous voyez très bien que voilà, ça n'a rien à voir. Alors maintenant, pour dire à ceux qui disent que on parle de Dieu pour faire la diversion. Un peu de mots, s'il vous plaît. Oui, bon, vous avez raison de dire peu de mots. Mais vous savez, il y a toujours des gens de bonne foi. C'est à eux que je m'adresse. Ceux qui m'ont découvert en 2000 à la faveur des combats panafricanistes savent que je n'ai jamais dissocié mon combat panafricaniste de ma foi. Jamais. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour le président Balakani de parler de Dieu quand il parle de géopolitique et de politique. Ceux qui me connaissent ne sont pas surpris. Deuxièmement, la seule nouveauté qui amène nos détracteurs à vouloir utiliser cette notion-là pour faire comme si nous regrettions surtout au président, la seule chose, c'est que j'ai ajouté une émission pour dire que bon, je ne l'avais jamais dit, c'était à Dash. Maintenant, je vous ajoute, je dis que j'ai soutenu le président Biya, entre autres raisons parce que j'avais reçu les instructions divines. De votre Dieu? Oui, instructions divines. Ce n'est pas mon Dieu, je l'appelle le vrai Dieu, le Père universel de tous.
Notez, Monsieur le Président. Qui vivra verra. Tant on le dira, Monsieur le Président. Non, c'est ce qu'il est d'ailleurs. Moi, je ne parle pas de mon Dieu. Si de mon Dieu, pourquoi mon Dieu vous intéresserait? Si c'est chacun de Dieu, je parle du vrai Dieu, protecteur de l'espèce humaine. Parce qu'aujourd'hui, dans la géopolitique mondiale, il va désormais de la vie de l'espèce humaine. N'oubliez pas ça. Bon, donc, ce n'est pas une affaire de Dieu, c'est une affaire de l'espèce humaine. Je parle donc du vrai Dieu, le vrai, le seul, il n'y a pas deux. Le seul. Notez, Monsieur le Président. Voilà. Président Bandakani, dans l'une de vos sorties récentes sur la crise diplomatique, sur le front de destruction du drone militaire malien entre le Mali et l'Algérie, vous avez appelé les deux parties, les deux pays voisins, à l'analyse rationnelle de leurs intérêts, à un climat d'apaisement, à un climat de dialogue. Et on peut remarquer que les émotions sur la destruction du drone malien sont passées. Mais maintenant, nous voulons interroger, Président, quelles sont, selon vous, les causes profondes de cette situation diplomatique inquiétante entre le Mali et l'Algérie? Et je vous remercie de revenir sur la question parce que les réactions voulaient prendre le pas sur la réflexion et sur le recul nécessaire pour aborder une pareille situation. Je suis heureux que le NMP et son président prenant nos responsabilités. Nous nous sommes démarqués de ce tohu-bohu. Et d'ailleurs, en le faisant, on était en face avec les autorités maliennes qui ont fait preuve d'une modération et d'une sagesse objective, respectable. C'est le rôle de la diplomatie, Monsieur le Président. Vous dites? C'est le rôle de la diplomatie. Bon, on n'a pas vu ça du côté de l'Algérie. L'Algérie dans un communiqué incendiaire, était incendiaire, n'a pas fait preuve de la retenue, toute proportion gardée, et toute chose était égale par ailleurs. Par ailleurs, c'est important de préciser ça, qu'a fait le Mali. Voilà. Maintenant, c'est passé. Il me semble que c'est passé. Maintenant, il faut donc poser le problème sur la table. Le retour du Mali, parlons seulement du Mali, le retour du Mali en tant qu'un État qui ne négocie plus sa souveraineté, se traduisant par la volonté de totaliser la sécurité sur tout l'étendue de son territoire, a chamboulé brusquement les équilibres sous-régionaux. Oui, parce que dans les discours maliens, la question ne se pose plus, c'est une évidence désormais. Non, je pense. Le discours malien est terminé par Tout à fait. le fait qu'ils soient jaloux de la souveraineté. Tout à fait. Mais en plus, il y a deux choses. En plus, il y a l'avènement de l'AES. Confédération désormais. La Confédération de l'AES. En plus, il y a un acteur géopolitique global majeur de premier plan qui est désormais qui a pris pied dans la sous-région, là où il n'avait pas d'existence hier, du moins de cette importance. Je parle de la Russie. Fédération de Russie. Fédération de Russie. Dirigée par le président Poutine. Voilà. Je voudrais rappeler que c'est un espace sous-régional, vous parlez seulement de l'espace sous-régional, qui a été dominé par l'Occident et la France. Et qui avait consacré un arrangement sous-régional où un pays comme l'Algérie revendiquait de facto un statut de puissance sous-régionale reconnu comme tel. Comme tel. Mais, chers amis, tout ça est chamboulé. Tout ça est chamboulé. L'Algérie n'a pas été préparée à ça. Elle n'a pas été préparée à ça, sans compter le fait qu'il y a le retour puissant du Maroc au niveau de l'Afrique subsaharienne, le retour à l'Union africaine. Elle veut même être membre de la CEDEAO, vous savez. Donc, et l'enjeu, c'est le Front Polisario, qui est un enjeu géopolitique. Un enjeu politique majeur pour l'Algérie. Alors, cette question-là, avec ce que cela signifie comme alignement géopolitique au niveau global. Donc, il y a toute cette nouvelle donne que des acteurs, des analystes s'amusent à mépriser et à croire qu'il suffit de faire le point levé pour que les questions soient réglées. Nous disons non. Il faut réfléchir maintenant. Sérieusement, il faut faire ce qu'on appelle, il faut faire une analyse des intérêts en présence, leur dynamique, leur évolution, anticiper dessus et
et essayer de définir une stratégie et une démarche qui les prennent en compte. En dehors du facteur le plus nuisible qui a été écarté, la France, mais qui n'a pas dit son dernier mot. L'OTAN qui n'ont pas dit leur dernier mot. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Et sur la question, donc, l'Algérie a des intérêts. L'Algérie a des intérêts géopétroliers, n'est-ce pas, au niveau du nord du Mali. Il revient à ces États. Président, Vous dites l'Algérie a des intérêts géopétroliers. Oui, il y a les questions. Au nord du Mali. Au nord du Mali, c'est évident. Je pense que c'est deux pays souverains. Souverains, même. L'Algérie peut avoir des intérêts géopétroliers dans le nord du Mali. Oui, parce qu'il y a des choses que je ne voudrais pas dire. Vous savez que sur la question du nord du Mali fait l'objet d'accords entre l'Algérie et le Mali depuis les indépendances. Hein. Ah oui, depuis les indépendances. Il y a les deux pays, il y a eu des concessions mutuelles qui ont été faites sur la question, avec comment dire ça, des positions pétrolières que l'Algérie a eues en reconnaissance de son soutien au Mali sur la question de Touareg. C'est une vieille question. Mais il y a le fait donc que il est normal qu'une puissance comme l'Algérie, qui est une puissance extractive aussi, qui a des intérêts en termes de matières premières, s'intéresse, n'est-ce pas, aux richesses qu'il y a au nord du Mali, dans le respect de la souveraineté algérienne. Malienne, pardon. Donc, à partir de ça, il y a donc ils ont des intérêts mutuels sur la question. L'Algérie estime qu'elle doit être la première à bénéficier d'un retour du Mali en tant que puissance extractive. C'est comme si vous dites qu'il y a un droit de préemption sur le pétrole malien. Non, il n'y a pas le droit de préemption. Il n'y a pas le droit de préemption. Nous sommes ici en train de parler des intérêts entre les États. Je voudrais que ce débat soit totalement dépassionné. C'est-à-dire que l'Algérie dit, à cause d'un ensemble de facteurs liés à l'amitié algéro-malienne, et je dis ici, je ne veux pas prendre la place des États, des deux États. Il revient à l'Algérie et au Mali de mettre le thème sur la table. Je ne veux pas aller devancer. Vous allez comprendre que je fasse preuve de prudence. Mais je vous dis qu'il y a des intérêts. C'est même un des problèmes de fond de l'affaire. La gestion, c'est-à-dire l'Algérie, dans le cadre de son positionnement en matière de producteur de matières premières, de pétrole, de gaz, estime qu'une entente entre le Mali est nécessaire pour anticiper sur les chocs mondiaux et essayer de bénéficier de la reconfiguration de la demande et même de l'offre, n'est-ce pas, à la faveur des mutations qu'il y a eu avec la crise en Ukraine. Donc l'Algérie estime qu'à ce niveau-là, elle doit être un interlocuteur privilégié pour le Mali. Il semble qu'à ce niveau, l'Algérie est déçue. Je dis il semble, parce que le Mali est souverain. L'Algérie est déçue quand il a l'impression que le Mali se tourne ailleurs. Il faut donner un mauvais œil le rapprochement Maroc-Mali, par exemple. Oui, voilà ça d'un mauvais œil. Par exemple. Donc, ce sont des questions que ça doit se discuter sereinement entre ces États-là, de manière sereine entre ces États. Donc, deuxièmement, il y a la question même des questions géopolitiques fondamentales. C'est-à-dire que les projets de l'OTAN à l'égard de l'Algérie ne peuvent pas être méprisés par la sous-région et les panafricanistes sérieux. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que on a vu avec la Libye ce qui s'est passé. Donc, il y a des projets de l'État profond de l'OTAN contre l'Algérie. Je me souviens encore du mouvement Irak qui a failli détruire le pays. Le Irak, par exemple, mais le projet est clair. Bon, le projet est clair. L'Algérie est dans la ligne du Nil. Indépendamment de ce que l'État, du comportement de l'État algérien, nous, panafricanistes, nous, Africains, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ça va au-delà des ressentiments qu'on a envers l'Algérie. Hein. Ça va au-delà. Moi-même, j'ai beaucoup de ressentiments contre l'Algérie. Je l'ai exprimé en plusieurs reprises d'ailleurs. Mais je dis, pour l'intérêt de l'Afrique et de la sous-région, on ne peut pas être indifférent au projet que l'OTAN nourrit contre l'Algérie et derrière l'État d'Israël. Contre l'Algérie. Parce que les conséquences seront, c'est l'Afrique subsaharienne qui va encore subir les conséquences. Deuxièmement, on ne peut pas faire comme si le Maroc n'est pas fondamentalement un
un allié de l'OTAN, de manière objective. Pour ne pas dire même plus, un allié de l'OTAN, et que son orientation géopolitique est otanesque. On ne peut pas faire comme si ça ne veut rien dire. On a vu le comportement du Maroc en Côte d'Ivoire. Effectivement. On a vu le rôle que le Maroc a joué. On a vu les positions du Maroc dans la question palestinienne, etc. Dans les crises dans le monde, on voit la position du Maroc. Le Maroc est ailleurs. Lui, il est un cheval de Troie, objectif conscient, n'est-ce pas, du mondialisme. Parlons comme ça, du mondialisme. Donc, la manière dont le Maroc veut s'insérer dans la mondialisation, et ses priorités sont claires. Il faut qu'on sache que le Maroc est comme ça. Et on doit savoir que ça a un impact dans la détermination de la démarche algérienne. Je dis que quand les États s'asseyent, ils doivent prendre tout ça en compte. À un autre niveau, les manœuvres de la France. Toujours. Quand la France veut s'entendre avec l'Algérie, il faut qu'elle crée les conflits avec le Mali. À l'heure actuelle, ils viennent là pompeusement dire qu'il y a un accord de sécurité possible pour le Sahel. Oui. Mais la France, c'est un pays sahélien. Donc, à chaque fois que la France veut s'entendre avec l'Algérie, parce qu'elle a un vieux contentieux avec l'Algérie historique qu'elle n'arrive pas à régler, je ne sais même pas s'ils vont régler ça un jour, il faut toujours qu'elle crée des situations qui vont la remettre au cœur du jeu. Elle joue avec le Maroc sur la question du Polisario. Quand l'Algérie gronde, elle a reconnu la marocanité. Voilà, elle fait ce qu'elle est en train de faire, elle fait marche arrière. Là, maintenant, il y a une crise qui est en train de chauffer entre les deux, où l'Algérie demande carrément au départ de 12 diplomates français. Les Français se demandent si Tebboune n'aurait pas un dossier secret sur Macron et que le ferait chanter. Je ne sais même pas si on doit encore. Si les Français sont sérieux, ils n'ont pas de questions à se poser. Ils n'ont plus de président. Ils n'ont plus de président. Plutôt son dossier est mondial. C'est connu là. C'est une grande polichinelle. Donc, il y a tout ça. Les manœuvres de la France qui, à chaque fois, veut instrumentaliser les questions du Sahel dans le cadre d'un possible accord avec l'Algérie. Et on voit comment ça amène l'Algérie. Lui, m'a fait une danse qui est inexplicable, à savoir, un matin, elle est contre le Mali, mais elle veut s'entendre avec le Burkina et le Niger. Un matin, c'est du Burkina, vraiment, nous, on stoppe, n'est-ce pas, l'envoi de notre ambassadeur comme vous l'envoyez chez toi, vraiment, parce que donc, on voit une tentative pitoyable de vouloir disloquer l'AES. Mais nous devons prendre du recul et comprendre quels sont les problèmes que l'Algérie a. Pourquoi ils sont à fleur de peau. Et moi, je pense que l'État malien l'a bien compris. Je pense que les discussions vont s'ouvrir et il faudrait vraiment que, enfin, il y ait des discussions sérieuses sur ces questions-là et qu'il y ait ce que j'appelle un accord rationnel, ce que j'appelle l'apaisement rationnel. Le Mali, l'Algérie n'a pas, contrairement à ce que l'Algérie parle, l'Algérie, son avenir, c'est la paix avec l'AES. C'est l'AES qui est, moi de mon point de vue, sa profondeur, c'est l'AES. Et il faut qu'elle cesse de jouer. Parce que manifestement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, l'AES et le Mali n'ont pas intérêt à l'heure actuelle à une guerre avec l'Algérie. Je l'ai dit. Je sais que cet État le comprend. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut? On discute. C'est ça. C'est ce que j'appelle un accord rationnel. J'allais oublier le levier russe. Le levier russe. La Russie est au carrefour des intérêts de l'AES, d'une part, et de l'Algérie, d'autre part. Va-t-on vers une situation où l'allié russe va se retrouver en position de choix ou bien d'arbitrer? C'est ça qu'on veut? Non, on doit anticiper. Regardez les erreurs de l'Afrique sur la question de la RDC. Regardez les erreurs de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes des spectateurs. Et c'est désormais M. Trump qui négocie avec Tshisekedi. Voilà. Les esprits légers passent le temps à insulter Tshisekedi. Ça, c'est la facilité. Qu'a fait l'Afrique pendant 30 ans quand Kagame massacre nos frères et on le reçoit dans des conférences, on lui donne les honneurs. Donc, ne répétons pas ce genre d'erreur quand il y a des crises. Nous devons anticiper et être rationnels, discuter quand il faut, n'est-ce pas, pour éviter, n'est-ce pas, des situations où nous allons perdre la main. Parce que l'OTAN guette. Actuellement, la Russie est dans une situation où la manière dont elle anticipe sur son désenclavement
pour avoir accès aux mers chaudes. C'est aussi l'enjeu en Ukraine, puisque la guerre en Syrie a compliqué l'affaire. La Russie est en train de se tourner vers des débouchés nouveaux. L'Algérie, la Libye, le Soudan. Le Soudan, l'Algérie sont des pays instables. Le Soudan, la Libye. L'Algérie offre une stabilité. Mais à ce niveau, elle est cotisée aussi par l'OTAN. L'OTAN fait pression, en même temps, elle cotise. Parce que tu es avec la Russie, on va te déstabiliser. Il faut... Nous devons anticiper sur tout ça pour ne pas nous retrouver devant une situation comme à la Kadhafi, avec la Libye, où on a été pris au dépourvu et après on se retrouve en train de pleurer pendant 10-15 ans. C'est ça que j'appelle la paix rationnelle. C'est ça que j'appelle la paix rationnelle. Voilà. Donc les États de l'AES comprennent ça très bien. Il faut éviter la surenchère des réseaux sociaux qui ne débouchent sur rien sur le plan de la géopolitique. Notez, Monsieur le Président Marakani. Votre préoccupation, Monsieur le Président Marakani, nous amène toujours à regarder de près côté de l'AES. Le jeudi 3 avril 2025, Monsieur le Président Marakani s'est tenu dans la capitale de la Fédération de Russie, la très belle ville de Moscou. Je vous invite à visiter, Monsieur le Président Marakani, d'ailleurs. Moscou? Oui, Monsieur le Président. Je vais aller faire quoi là-bas? Rencontrer petit, Monsieur le Président. Je suis trop petit pour lui. En tout cas, Monsieur le Président, on espère que dans un futur proche. En tout cas, je ne serai jamais demandeur, je peux vous rassurer. Notez, Monsieur le Président. En tout cas, lui peut être initiateur. C'est une possibilité, Monsieur le Président. S'il trouve que je suis important, tant mieux, pourquoi pas. En tout cas, Monsieur le Président, l'avenir nous dira. Les premières consultations des ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES avec ceux de la Fédération de Russie, Monsieur le Président. Cette rencontre de haut niveau a été sanctionnée par un communiqué conjoint dont certains extraits sont fort révélateurs. Ils ont notamment indiqué: les parties sont convenues du renforcement des capacités opérationnelles de la force unifiée à travers la facilitation d'acquisition d'équipements militaires majeurs et performants avec des formateurs adaptés en vue de la sécurisation intégrale de l'espace confédéral. À ce titre, la partie russe a exprimé sa disponibilité à apporter l'assistance technique nécessaire. La partie russe a saisi l'occasion pour saluer le leadership des efforts importants de la Confédération AES, un modèle viable de sécurité régionale et reconnaître sa contribution positive à la sécurité dans la région du Sahel. La partie confédérale a, quant à elle, félicité la Russie pour sa précieuse contribution à la paix et à la sécurité internationale. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES et la Fédération de Russie sont convenus d'institutionnaliser ces consultations. Ces sessions se tiendront donc chaque année de manière alternative. Une session se tiendra dans la Confédération AES à une date qui sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Plus récemment, M. le Président Marakani, du 11-13 avril 2025, les ministres de la Confédération AES ont été invités à prendre part au forum diplomatique d'Antalya en Turquie. Ils ont notamment animé un panel intitulé « Le Sahel, futur d'intégration régionale ». Lors de ce panel, les ministres de l'AES ont indiqué les affaires étrangères de l'AES ont profité de la tribune pour édifier davantage sur les progrès réalisés par la Confédération dans ses trois piliers phares, en l'occurrence la défense, la diplomatie et le développement, pour le bien des populations de l'AES, évidemment. Ils ont par ailleurs déconstruit les narratifs négatifs relayés par certains acteurs institutionnels et médiatiques. Ils ont particulièrement recadré les informations et statistiques erronées sur une prétendue recrudescence de l'insécurité liée au retrait des forces internationales. Monsieur le Président Marakani, de votre regard à la visée de panafricanistes, cette offensive diplomatique de la Confédération AES est-elle un sujet d'espérance ou alors une source de méfiance? Nous voulons rappeler, M. le Président Marakani, que la Turquie, dans laquelle l'AES s'est rendue récemment, a joué un rôle déterminant dans la stabilisation de la Syrie, notamment en hébergeant les terroristes et djihadistes, M. le Président Marakani. Nous sommes dans la diplomatie et la géopolitique. Et dans cet angle-là, les États ne sont guidés que par leurs intérêts. Bon, simplement, que nous nous distinguons de ceux qui répètent les phrases comme des perroquets. Si je viens vous dire que les États sont guidés par leurs intérêts, je n'ai rien dit, puisque je parle comme tout le monde. D'abord, quand on dit que les États sont guidés par leurs intérêts, on oublie de préciser que, bon, intérêt pour intérêt, un faible est défavorisé qu'elle fasse un fort. Donc, il ne faut pas dire simplement que les États sont guidés par leurs intérêts. Ça ne veut rien dire, c'est un lieu commun qui ne signifie rien. Il est important de spécifier la nature des acteurs qui se rencontrent, leur poids, leur capacité de projection, leur capacité à résister au choc de la géopolitique, aux vulnérabilités internes et externes. Et ça devient intéressant quand on fait ça. De ce point de vue, donc, je voudrais signaler, en me distinguant de
non seulement en me distinguant, mais je suis obligé d'attirer l'attention de certains. Je vois certains envolés lyriques concernant l'AES aujourd'hui. Nous voulons rappeler modestement à certains de faire attention. Quand nous on parle de l'AES, nous parlons de notre enfant, que nous avons engendré dans des douleurs extraordinaires. Quand d'autres avaient des préoccupations, n'avaient rien à voir avec l'Afrique. Je parle de beaucoup de millions d'Africains qui aujourd'hui découvrent l'AES et nous donnent même veulent nous donner même des leçons. Il y en a qui parlent de ça, il y en a qui sont des spécialistes de l'AES. Il faut souvent que les gens fassent attention, car nous savons de quoi nous parlons quand nous parlons de l'AES. Nous y avons consacré notre vie. Monsieur le Président, c'est votre enfant. Il faudrait dire qu'on le tolère tout, Monsieur le Président. Je n'ai jamais rien demandé, on n'a rien à me tolérer. Vous voyez pas que, Enfant. vous voyez que nous sommes très... très... de manière reprochable, on ne va pas le reprocher. Non, on doit lui reprocher. C'est quand souvent, je n'hésite pas à le faire quand c'est nécessaire. Moi-même. Mais simplement, il est quand même, vous savez, il est difficile de comprendre pourquoi ceux qui découvrent un combat veulent parler fort plus que ceux qui sont dans le combat là depuis. C'est ça qui est un problème. Bon, ils peuvent même parler fort. Mais quand on regarde leurs arguments, après ils donnent des leçons. Alors que quand on voit leurs arguments, on sent que bon, il y a besoin d'étoffer la connaissance de ces dossiers-là. Donc, pour dire quoi? Parce que il faut faire très attention quand on parle de l'AES. Vous avez évoqué la défense, la diplomatie et quoi encore là? Vous avez évoqué 3 niveaux. Développement. Très bien. Mais, monsieur Guessé, tout le monde, aujourd'hui, l'ennemi de l'AES nous guette. Guette à quel niveau? Il nous guette à quel niveau? L'angle du développement. Vous le savez, non? C'est là où ils guettent. C'est-à-dire, ils espèrent qu'à un moment donné, la population va se lasser. C'est leur pari. C'est pour ça que j'ai dénoncé la diplomatie algérienne a fait preuve d'une certaine petitesse en reprenant dans son communiqué le discours de Paris. Je pense que, je suis sûr que l'Algérie, ils ont regretté ça. Moi, je suis sûr. Ils l'ont regretté. Quand vous lisez le communiqué de l'Algérie, on dirait que c'était déjà l'ambassade de France. Donc, ils nous guettent au niveau du développement. C'est-à-dire, ils s'espèrent que une lassitude va s'installer et va couper le cordon ombilical qui lie les peuples de ce pays-là à ces révolutions. Et comme ça, ils vont frapper. Alors, ça fait que un des défis que les États de l'AES ont à relever, c'est de concilier le défi de la sécurité et celui du développement. Et à ce niveau, on ne va pas se faire une bourse, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Au Mali, au Niger, au Burkina, il y a beaucoup à faire. Donc, ça explique donc l'intensité de l'activité diplomatique. Parce que le but est justement de résoudre ces quadratures. C'est ça aussi l'une des explications majeures de cette activité. À ce niveau, le partenaire russe ne peut pas tout nous donner. Il le dit, ce n'est pas un manque de respect à la Russie, c'est un fait. Président Bandakani, vous avez noté tout à l'heure qu'il y a beaucoup à faire sur le plan de développement au niveau des pays de l'AES, oui. Et que le partenaire russe ne peut pas tout faire. Mais est-ce qu'ils ont les possibilités de vraiment enclencher ce développement-là actuellement? Bien sûr, ils sont sur le chantier. Ils ont commencé. Et ils avancent tout doucement. Oui, quand vous regardez au Burkina Faso, au Niger ou au Mali, les dynamiques sont en cours. Je ne pense pas que nous soyons plus conscients de ces défis parce que ils voient les populations les regardent, et eux aussi regardent la population. Ils lisent dans les yeux de leur peuple qu'il y a des attentes. Au Mali, par exemple, la question de l'électricité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi lieu ici d'interpeller la population à se mettre au niveau des enjeux de ces pays-là? Elles l'ont déjà fait. Si elles ne soutenaient pas leurs dirigeants, il y a longtemps qu'ils ne seraient plus là. C'est évident que je vous dis que la France a tout fait. La propagande, le déluge de propagande qu'on a déversé. C'était pourquoi les hommes politiques qu'on a achetés, la fausse société civile, toutes les campagnes qui ont été faites là. Bon, vous avez oublié, qu'est-ce que l'UNP a dit? Il faut toujours rappeler ça devant les gens qui parlent au fort là maintenant. Là. Nos positions sont claires. Nous, on ne parle pas comme les autres. Hein. Nous nous distinguons dans le champ panafricanisme, on se distingue. Hein. Quand nous parlons de la RS, qu'est-ce qu'on dit? Nous disons que nous allons voir comment un seul État va tomber. Est-ce que nous on fait les commentaires? Est-ce que moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne fais pas la publication journalière sur l'AES. Non. J'ai une position, je dis, je veux voir
comment un seul État va tomber. C'est ce que je dis depuis. Donc, on n'est pas au même niveau. Et c'est valable pour l'Algérie. Nous l'avons rappelé plusieurs fois, que nous allons voir comment un seul État va tomber. Donc, nous connaissons la solidité de l'AES. Parce que nous savons d'où c'est venu, comment c'est venu à la vie. On sait, contrairement à ceux qui découvrent. Et ceux qui ont les intérêts précis là-bas, qui cherchent là-bas. Donc, vous dites que cette problématique, ça va au-delà de la volonté politique. Ce n'est pas une affaire de volonté. C'est une affaire de créer des conditions géopolitiques et géoéconomiques qui permettent que le potentiel de ces pays-là se réalise. Vous voyez la bataille que le Mali mène au niveau de l'or contre un opérateur. Et c'est un indicateur de ce que le Mali, de là où le Mali va aller. Mais le Mali a gagné cette bataille, puisque l'opérateur, finalement, il s'est plié. Mais que disent les ennemis? Que non, c'est un accord où l'autorité malienne prélève les commissions, ils se sont arrangés, machin. Bon, ils font porter au Mali, c'est qu'eux, ils font. C'est leur pratique chez eux là-bas, c'est qu'eux, ils font. Pourquoi, justement, on ne voit pas les efforts qui sont faits? Donc, il y a tout un travail à faire au niveau de l'inventivité économique. Il faut mettre les populations au travail, il faut libérer les facteurs de production, il faut être imaginatif. Ça demande donc de diversifier au maximum les partenariats du pays. La Russie, au niveau de la défense, c'est clair. Et même pas seulement de la défense, parce que la Russie, ce n'est pas que la défense. Hein. Mais il y a ce que la Russie ne peut pas donner. Donc, pour booster le potentiel, il faut diversifier. C'est ça, la Turquie. Il faut être ouvert partout. Étant donné qu'un monde... oui, c'est clair, il faut être ouvert partout pour que, n'est-ce pas, on puisse... C'est ce que Traoré fait, le président Traoré fait au Burkina Faso. De nombreuses initiatives assez originales sont mises en place au Burkina Faso, au Mali et au Niger dans ce sens-là. Quand le Niger renégocie, n'est-ce pas, au niveau de l'industrie extractive, oui, même l'uranium, pas seulement, même le gaz, essaie d'imposer les nouveaux accords. Ça va dans le sens de répondre aux besoins de la population. Mais il faudrait aller plus loin. C'est à ce niveau que nous parlons d'approfondir la perspective panafricaniste au niveau de l'économie. La question monétaire doit être abordée de manière claire. Et les signaux sont donnés à ce niveau. Alors, les signaux sont donnés pour dire que la question avance. Il y a la question monétaire, il y a la question industrielle. Transformer le potentiel naturel et transformer localement. Il y a la question de la formation des hommes. Donc, il y a tous ces défis. Donc, tout ça implique une démarche diplomatique intense, innovante, ouverte. Je pense que c'est ce qui explique cette démarche-là. Bon, maintenant, les peurs, d'abord, au niveau de la Russie, il faut saluer une innovation. Ce que la France n'a pas été en mesure de faire. Elle ne peut pas faire. La Russie dit que désormais, il y a un seul prochain sommet, l'AES. Oui, donc c'est une innovation qu'il faut savoir. Je pense que c'est la première fois que le drapeau confédéral est présenté sur cette internationale de ce président. Clair et net. Donc, ce sont des... Oui, c'est une première. Donc, c'est une entité qui est neuve, qui est nouvelle, mais elle porte beaucoup de promesses. Et nous, on suit ça de près parce qu'il va de la crédibilité du combat panafricaniste. Vous le savez très bien. Et nos ennemis attendent seulement que un des régimes échoue pour remettre en cause tout le travail qui a été fait. Tous ces anti-panafricanistes qui aujourd'hui veulent revêtir le masque, c'est parce qu'ils ont vu l'AES émerger. Mais imaginez qu'il arrive qu'un de ces pays-là échoue. On n'a pas intérêt à ça et ça n'arrivera même pas. Donc il y a ça, il y a cette innovation au niveau de la Russie. Au niveau militaire, l'alliance avec la Russie, elle est très bonne, elle produit les fruits, mais il faut répondre aux défis du développement. Il faut répondre à ça. Et ça demande beaucoup beaucoup de travail, il faut s'impliquer, il faut beaucoup d'originalité. D'ailleurs, c'est peut-être que vous avez vu le président Traoré, il a fait une réunion, il a dit aux gens, on n'est pas ici dans vos affaires de démocratie néocoloniale. On a des défis sérieux qu'on veut relever, pas de distraction. Mais que fait le temps et la France? Tout à l'heure, on reviendra sur une élection tout à l'heure, là, je pense. Voilà. La France veut démontrer que ces régimes sont des régimes putschistes, sont des États barbares sur le plan institutionnel, et que les dirigeants de ces pays sont frappés d'illégitimité tant qu'ils n'ont pas fait des élections. Or, derrière l'élection, vous savez très bien, les Occidentaux veulent percer l'unité de ces pays-là, percer cette alliance qui est entre les peuples et ces régimes-là, pour qu'il y ait le désordre habituel. Donc, il faut rapidement réfléchir comment répondre aux besoins de la population, consolider
le renouveau institutionnel du pays sans verser dans la direction de l'Occident, hein, et en même temps donc consolider les alliances. C'est pour ça que j'appelle à un arrangement rationnel avec l'Algérie. Quant à M. Erdogan, les Maliens savent très bien avec qui il marche, non? Notez, Monsieur le Président. Voilà, il faut faire attention. On retient ça, Président Benekani. Maintenant, nous allons faire un tour au Gabon, où le samedi 12 avril de cette année, il y a eu les élections présidentielles. Et il était question pour les Gabonais de passer aux urnes pour élire le nouveau président de la République gabonaise. Et à la fin, au terme du dépouillement de ces votes, il a été déclaré le candidat, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a été déclaré élu président au suffrage, à la majorité absolue, autant pour moi, des suffrages exprimés. Quand on sait, président, qu'il a été le proche de la dynastie Mbongo pendant 50 ans et il devient aujourd'hui le nouveau président, on se pose la question, on vous pose la question à vous, président Malakane, quelle est la lecture que vous faites de cette élection écrasante qui a été sans concurrent? Il a gagné à la majorité à 90,35%. On se demande quelle est la lecture que vous faites de cette situation gabonaise. Premièrement, où est passé Ondosa? Il n'était pas candidat en tout cas, Monsieur le Président. Pourquoi il n'était pas candidat? Le Président, c'est la décision gabonaise qui décide qui est candidat, c'est pas nous. Vous aurez dû me dire que c'est vous qui posez les questions, c'est pas moi qui pose les questions. Mais en fait, ce sont des questions, Clair, ce sont des questions que je pose pour amuser un peu la galerie. Mais je vais introduire ma réponse par ce petit amusement-là que je suis en train de mettre en avant là. Ça peut dire quoi? Quel est l'intérêt de cette élection pour le panafricaniste que je suis? Vous savez, malgré tout ce que je pense d'un dirigeant, j'ai fait toujours l'effort de voir, même dans sa médiocrité la plus extrême. Je ne dis pas que Oligui Nguema est la médiocrité extrême, hein. Je dis même dans sa médiocrité la plus extrême, qu'est-ce qu'on peut gagner? Donc ça, c'est ma démarche. Donc, l'intérêt pour nous dans cette élection, c'est quoi? Bon, au niveau de la sous-région, voilà. Au moins le Gabon est stable. Il sera peut-être stable pour 5 ans. est-ce que ça signifie que la sous-région... Pour 7 ans, pardon. Mandat gabonais de 7 ans, Monsieur le Président. J'ai l'impression qu'il ne dérange pas les présidents de la sous-région. En tout cas, on préfère un Gabon stable qu'un Gabon éclaté dans le chaos et le désordre. Et on devait venir Maintenant, il faut demander, président Balakani, s'il vous plaît, on devait venir à vous demander la signification de cette élection pour la sous-région. C'est ce que je suis en train de vous dire, j'y arrive. Maintenant, la question est de savoir, mais stabilité pour stabilité, ça vaut quoi? Et là, bon, je vous dis, l'enjeu de cette élection, c'était de tourner la page Mbongo. Les Gabonais ont-ils réussi? Non. Pourquoi, président? Dès le départ, de l'intervention sur la question, dès le départ, j'avais dit de ne pas trop demander aux Gabonais. Bon, il semble que quand on dit comme ça peut paraître infantiliser les Gabonais. Mais ce n'était pas mon intention. Les pays doivent changer, les peuples doivent opérer des changements, mais ils le font dans les limites de l'histoire et de leur compréhension qu'ils ont des données du changement. Les Gabonais étaient fatigués de la famille Mbongo. Un Bongo a renversé Ali Bongo. Les Gabonais sont très contents. Pour l'instant, il s'appelle Oligui Nguema. C'est un Bongo. Puisque tout ça, c'est Pascaline Bongo. Oligui Nguema, je répète, c'est un Bongo. Il faut insister là-dessus. Pas seulement du point de vue du Gabon, ça va au-delà du Gabon. Là, maintenant, je parle au niveau de la sous-région. Pourquoi? Parce que vous oubliez la France qui est derrière. Qu'est-ce que la France vise? Vous avez vu la France critiquer Oligui Nguema, comme la France le fait pour l'AES? Pas vraiment. Hein? Vous avez vu la relation que la France avait au Oligui Nguema? Bon, indépendamment de ce que lui pensait, hein? Je suis dans une lecture objective de la géopolitique française. Quand vous regardez la relation que la France avait au Oligui Nguema, sur le plan objectif, ça ne vous dit rien. La manière dont celui qu'on appelle le président de la France, là,
c'est-à-dire que rapidement féliciter Olingema, ça vous dit rien. Les choses sont claires. Pour la France, c'est le putschisme modèle là-bas. Voilà les gens de bon putsch. Donc, les hommes gabonais peuvent servir Congo-Brazza. Très bien. Hein? En Guinée équatoriale et au Cameroun. Expliquons. Congo-Brazza, une succession dynastique peut se faire. Pourvu qu'on renouvelle, apparemment, qu'il y ait un visage qui soit renouvelé. Ça peut être le fils de Sassou. Ça peut être un fils qui ne soit pas biologique. Pourvu que, vraiment, il renouvelle un peu, mais il ne touche pas les fondamentaux de la géopolitique occidentale dans la sous-région, Afrique centrale. C'est bien voir. Parce que depuis que Lingoma a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait depuis? Il a passé le temps à communiquer de manière stratégique. Des actions coup de poing d'un président proche du peuple, il va dans telle entreprise, il parle, il sanctionne les gens, il les vit, mais ceci, machin. Il va même importer des groupes électrogènes, de ceci, il importe, ça vient, il partage aux gens, il va même partager les titres fonciers, etc. Mais on ne dirige pas un pays comme ça. Maintenant, il est président. Ça, c'était pour être président. Maintenant, il est président. Il a fait une campagne à l'américaine, c'est-à-dire que c'était le spectacle pur et simple. Il danse, il descend par hélicoptère, par parachute, il fait des gestes, il rappe, il fait le rap, tout ça est comme ça. Campagne américaine. Donc, on n'insiste pas sur le projet. Peu de Gabonais savent même ce qu'il va faire. Réellement, ça. Mais on a vu un président qui danse, qui est proche des jeunes, il danse, lève ses cheveux, il donne à quelqu'un, il marche nu-pied en pleine campagne, tout ça, il a fait tout ça. Mais on sait très bien qu'un pays, c'est pas ça. Maintenant, regardons où il part. Quel indicateur? La constitution du pays. J'ai attiré l'attention de l'Afrique centrale et des Gabonais sur la constitution. J'avais dit à l'époque que ça a été taillé sur mesure pour lui. Bon, ça ne me regardait pas, mais j'ai dit j'attire votre attention. Pourquoi on taille une constitution sur mesure sur M. Lingoma? Quand vous la lisez comme moi je l'ai lu à l'époque, vous voyez très bien qu'on a affaire à une mainmise de l'armée à travers lui sur les matières premières. C'est lui pratiquement qui va décider. Allez lire la constitution. Allez, lui qui va décider. Donc c'est lui qui décide. Ce n'est pas le fait du hasard. Ça servira à diversifier les partenariats, j'espère. Comme ça peut servir à légitimer sa démarche et tous ceux qui sont derrière lui dans un accord avec un pays comme la France. Il y a la question que la conférence des forces vives a mis sur la table, à savoir le départ des bases militaires françaises du Gabon. C'est une résolution. Qu'est-ce que Lingoma va en faire? Il a dit que ne chasse plus personne. C'est ce qu'il a dit, hein? Qu'il n'est pas là pour chasser quelqu'un. Mais la conférence a dit tu dois faire partie de la base militaire française qui est à l'Égypte. C'est qui là-dedans? Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Donc, qu'est-ce que moi je suis en train de vous dire? Je vous dire qu'on est là devant un modèle qui arrange l'état profond mondial, en général, et particulièrement la France et l'Union européenne, à savoir un putschiste qui va venir américaniser à travers des grimaces, un ensemble de gestes, qui va venir faire un truc, qui va venir comme ça, de manière spectaculaire, mettre fin à un régime dont tout le monde est fatigué. Et vous savez que quand on est fatigué, on ne réfléchit plus beaucoup. On est même prêt. Au Cameroun, un évêque a dit que même si c'est le diable, on va le préférer. Donc, les trucs sont clairs. Voilà. Donc, un des atouts majeurs de la France en Afrique centrale, si on met le côté de Centrafrique et dans une certaine mesure le Tchad, c'est la lassitude des populations à l'égard des régimes. Au Cameroun, les Camerounais en ont marre du régime en place. Ils sont même prêts à accueillir le diable. Au Congo-Brazzaville, c'est pareil. Mais président Balakani, est-ce qu'on ne peut pas voir sous un autre angle cette arrivée de M. Olingi Nguema? Quel angle? Sous l'angle du fait que il sera plus possible pour les dynasties de continuer à régner en Afrique. Mais c'est ce qu'il a dit. Comme on l'a connu pendant 50 ans au Gabon. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais sauf que vous oubliez un paramètre important. On peut transformer les dynasties biologiques en dynasties financières et économiques. Et c'est plus grave. Sur l'opération qui est au Gabon, il n'y a que Pascaline Bongo est derrière le Nguema. C'est qui? Lui-même, c'est un Bongo. C'est un des Gabonais les plus riches. Lui, Nguema. Il a fait comment? Il est dedans. Donc, je dis que la transformation des dynasties biologiques en dynasties économico-financières
pour produire des oligarchies tropicalisées, néocoloniales. Hein? C'est encore le plus dangereux parce que vous aurez l'impression que les choses ont changé alors que rien n'a changé. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, M. Faure? Que fait Faure il y a des au Togo? Qu'est-ce qu'il a fait au Togo? Tout ça en se cachant derrière le panafricanisme. Qu'est-ce qu'il a fait au Togo? Qu'est-ce qu'on prépare pour Brazzaville? Et qu'est-ce qu'une faction de l'Ando-Kona camerounais prépare? Pourquoi vous allez loin? Quand on sait que le fils du président Paul Biya est entre guillemets en train d'être préparé pour remplacer son père, est-ce que cette démarche du Gabon là ne peut pas encourager les populations à ne pas accepter ça? Mais au Gabon, il suffit de danser, non? De danser, de faire le rap, etc. Tu passes. Hein? Si tu es un militaire, tu fais les sauts en parachute, tu vas passer. Le président Lingema, il a fait une très belle campagne. Il a fait une belle campagne correspondant. Apparemment, c'est ce que les Gabonais voulaient. Il les a servi ça. Puisqu'il est le héros. Quel est l'héroïsme du président Lingema? C'est quoi? C'est que je fais partie Bongo du pouvoir. J'ai empêché la continuité du régime Bongo. C'est ça son héroïsme. Mais vous voyez que c'est ça qu'on va vous vendre dans beaucoup de pays de la sous-région. C'est ça l'enjeu. Au Congo-Brazzaville, un scénario comme ça n'est pas impossible, hein, même si ça soit bien verrouillé. Ce n'est pas impossible, hein, un pareil scénario. C'est-à-dire que ce n'est pas impossible un pareil scénario où Olungema surgit et il dit aussi que bon, je suis le héros parce que j'ai fait partie, j'ai empêché la dynastie Sassou de construire. Alors qu'on lui de la dynastie. Hein. Sauf qu'il viendra renouveler ça, transformer la dynastie biologique en dynastie économico-financière. Il faut faire attention. En Guinée équatoriale, les choses sont claires. Les choses sont claires, non? Si. Il y a un officier, déjà, lui, le président. Il est vice-président pour l'instant. Il est là. Au Cameroun, l'Ando-Kona camerounais a plusieurs scénarios. Il y a le scénario pour le Franc Biya. Je vous rappelle qu'on a été le seul parti à être clair sur la question. Hein. Vous vous rappelez? On a été clair sur la question. D'autres vous disent que non, c'est son droit. Nous, on est allé loin, on a dit qu'il n'a pas le droit. Nous, on a été clair qu'il n'a même pas le droit. Du fait que son père a fait 42 ans, 43 ans, manifestement, il va encore briguer, n'est-ce pas? Donc, que lui qui l'oublie, il n'y a pas de que tu as le droit, il n'y a pas de droit. Comme si on dit à Brazzaville que non, les fils Sassou ont le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. C'est pareil même pour la Guinée équatoriale. Il faut que des dynasties doivent justifier leur existence historique. On ne peut pas dire que je vais remplacer mon père parce que c'est mon père. Non, tu veux me faire quoi? Tu as quel projet? Tu veux me faire quoi? Tout ça, c'est dangereux pour la sous-région. Tout ça, c'est parce que, bon, on espère que... Voilà aussi un des enjeux du Cameroun, parce que le pays leader naturel de la sous-région, il est dans quel état? Quel est le projet qu'il a pour la sous-région? Et quels sont les attentes? Notre président ne parle pas. Je n'attends rien, je travaille. Nous, on travaille, on n'attend pas. Sauf qu'on n'a pas la même stratégie que les autres. Nous, on travaille, on n'attend pas. Donc, je dis que Olungema, voilà, il a réussi. À renverser Ali Bongo. Le plus dur arrive. Maintenant, il est chef d'État. Là, c'est pour les parachutes. Ce n'est plus la danse, ce n'est plus le rap. C'est la capacité à mobiliser un pays qui croit que tout leur problème, c'était Ali Bongo, la famille Bongo. Alors qu'il y a un problème sérieux au niveau du mouvement des mentalités. Il faut que le pays s'arrime à cette nouvelle donne politique, économique, géopolitique, mondiale, sociale, etc. On espère, je souhaite bonne chance au président Elie Nguema. Je souhaite bonne chance en espérant qu'il va réussir. Mais vraiment, n'oubliez pas, la France est derrière. Voilà le modèle qu'on veut servir au pays de la sous-région. Monsieur le Président Banaka, nous allons terminer avec une actualité qui est... C'est de rôle du côté des États-Unis, Monsieur le Président Banaka. Et elle a été initiée par le président Trump. Vous vous souvenez, Monsieur le Président Banaka, que le 2 avril avait été annoncé par le président Trump comme étant le jour de la libération. C'était un jour particulier où le président Trump devait rendre public un ensemble de tarifications douanières qu'il imposait à tous les pays du monde entier. Il a fait de manière spectaculaire comme il sait bien le faire. Présence de son cabinet, de son administration et de certains éminents et certains travailleurs américains. Évidemment, M. le Président Banaka, des informations du monde entier, lorsqu'elles ont pris acte de cette réalité-là, se sont offusquées, ont protesté, ont dénoncé ça de manière violente parce qu'ils estiment que cette action de l'Amérique viole de manière effrontée les directives de l'OMC, qui est même une innovation qui est bloquée du fait des Américains. M. le Président Banaka, il avait déjà entré en vigueur de ces tarifs. Le président Trump a suspendu pour 3 mois
leur application pour tous les pays du monde, exception notable de la Chine. Il a plutôt préféré, pour le cas chinois, exempter certains aspects des articles particuliers. Manifestement, le président Trump souffle le chaud et le froid, et les marchés du monde entier, M. le Président, réagissent en faveur de cela. Nous allons citer les propos d'analystes qui nous affectionnons particulièrement, le nommé Bruno Guy qui déclare: un nation exceptionnel exerce ses effets bienfaisants, quoi qu'il advienne. Parce que l'Amérique est vouée par décret divin à devenir l'empire des temps derniers, son futur et son présent sont déjà compris dans son origine. Investie d'une mission planétaire, elle accueille cette idée manifeste en un geste salvateur qui défie l'espace et le temps. C'est pourquoi une narration édifiante ne cesse d'exalter son génie, réécrivant sa propre histoire à la façon d'une histoire sainte. L'Amérique percute ainsi le droit international avec le droit divin dont elle se prévaut. Monsieur le Président Manakane, quelle est votre analyse de ce retour du protectionnisme aux États-Unis d'Amérique? Première question. Premier volet de la question. Deuxième volet, Monsieur le Président Manakane, jusqu'à quel niveau ira ce processus de démondialisation qui est enclenché par la nation indispensable? Et enfin, le troisième et dernier volet, la Chine. Non, allons pas à part. Premier volet, Monsieur le Président Manakane. Oui, c'est vrai. Quelle est votre analyse de ce retour du Voilà. protectionnisme aux États-Unis d'Amérique, par les États-Unis d'Amérique, dans le cadre de ce projet cher au président Trump, Make America Great Again? En toute situation, les panafricanistes doivent garder une autonomie d'analyse et ne pas répéter les cris des autres qui ne considèrent pas l'Afrique que d'être un marchepied pour eux. C'est très important. Quand vous dites que le monde entier réagit, quel monde entier? Si l'Europe pleure, ça veut dire que le monde entier pleure. Si la Chine pleure, c'est pas le monde. C'est l'Asie. La Chine a pleuré, les Canadiens ont protesté. Quelques pays de l'Amérique latine. Protesté. Non, voilà, il faut pas. Ont protesté. Voilà. Non, je dis, je suis d'accord avec vous, mais je dis, ne répétons pas ce que d'autres disent. Quelques pays, il faut les citer. Amérique latine, c'est le Mexique. Le Kenya aussi a pleuré. C'est un pays africain. Son président, là, il s'occupe de l'Afrique. Quelqu'un qui marche avec Kagame et parle tuer les Congolais, il défend que l'Afrique. Voilà. Donc, il faut faire attention. C'est comme l'affaire de l'Ukraine. On a voulu faire croire que l'opinion de l'Occident, c'est l'opinion du monde. Bon, eux-mêmes, ils ont vu qu'ils étaient isolés cette fois-ci. Sur la question, il faut qu'on soit prudent. C'est-à-dire que l'équipe pleure. L'Europe, la Chine, le Mexique, le Canada. Bon. En Afrique, je n'ai pas entendu beaucoup de pays africains se plaindre. Ou bien qu'ils n'ont pas dit. Je n'ai pas entendu beaucoup de pays se plaindre. Donc, c'est important de commencer par faire la bonne analyse-là. Je n'analyse pas cette situation comme ces pays-là. Parce que moi, en tant que panafricaniste, attaché à la préservation de l'espèce humaine. Donc, quand on parle de ce point de vue, mon cher Nguessu, je suis un anti-impérialiste, c'est connu. Mais l'impérialisme, ce n'est pas l'anti-américanisme primaire. On veut bien vous saisir, vous dites? Qui peut contester mon anti-impérialisme? Nous sommes pionniers dans beaucoup de choses dans ce combat. Mais il y a les erreurs, on ne m'entraîne pas. Je ne suis pas un anti-américaniste primaire. Je suis un anti-impérialiste yankee. Ce n'est pas la même chose. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour ça que nous nous sommes distingués dans l'analyse de l'événement qu'on appelle Donald Trump. Là où d'autres ne voient pas ce que ça signifie pour le monde. Nous, on a vu. Et on a assumé. J'ai dit, je soutiens Donald Trump. Soutien objectif. Je n'appelais même pas son nom ici. C'était la Canada en France, monsieur. Oui, c'est une une criminelle de haut niveau. Donc, de ce point de vue, observez bien. Expliquez-moi pourquoi subitement les Européens deviennent des pro-chinois. Dis-moi, c'est-à-dire, quelle est la base, c'est-à-dire que de ce sentiment pro-chinois des Européens que vous êtes en train de voir là maintenant? On peut estimer que c'est une solidarité entre les personnes qui subissent les algorithmes. Ah bon, donc maintenant, les Européens, tout ce qu'ils reprochaient à la Chine, ils ont oublié. Pour devenir maintenant des pro-chinois, où c'est-à-dire qu'ils sont même en train de... Mais ils soutiennent la Chine, qu'il faut que la Chine tape Donald Trump et tout, et tout, et tout. Donc il y a anti-américanisme primaire et anti-trumpisme primaire. Je m'en démarque. Je m'en démarque. Je le répète encore. Je m'en démarque. Pourquoi?
Mais de quoi est-ce qu'on parle? Trump, c'est son programme politique. Il a annoncé. C'est son programme politique. Des gens qui sont les démocrates. Pour une fois, quelqu'un dans les démocraties, tel qu'il s'appelle, est élu sur la base d'un programme, il vient appliquer ça. Ça devient un gain mondial. Donc, on veut nous faire croire que la politique américaine, avant Donald Trump, c'était une politique qui allait dans le sens du bien du monde entier. Le président Balakani, est-ce qu'il s'est détaché de beaucoup de paramètres de cette démarche Oui, là-bas? oui, bien sûr. La preuve, pourquoi les gens pleurent? Parce qu'il Pourquoi continue l'Europe de travailler contre l'effondrement du dollar, président. Mais- Et le dollar est l'instrument qui piétine beaucoup d'États. Très belle question. Mais est-ce que l'Europe pleurait quand le Biden était au pouvoir? Est-ce que quand l'État profond américain a longtemps rayonné et dominé avec le dollar, les Européens se plaignaient? Ils ne se plaignaient pas. Le cas de la Chine est spécifique, on va y revenir. Il faut faire attention. C'est-à-dire que Donald Trump a beau être américain, mais il n'aborde pas la question de l'hégémonie américaine comme l'État profond. Est-ce qu'il est important d'insister là-dessus? Oui. Sinon, comment va-t-il en train de se passer? On est en train de comprendre. Les Européens qui étaient dans le mondialisme, qui enrichissaient l'État profond. L'État profond n'a pas de patrie. L'État profond n'a pas de patrie. Leur joueur politique n'a pas de patrie. Leur seule patrie, c'est de nous amener au diable. Comme l'a dit le représentant Macron, qui dit que c'est la bête de l'événement. La patrie de l'État profond, c'est l'enfer. C'est de nous amener, nous conduire à la disparition de l'être humain. Il faut que les choses soient claires. Je préfère un monsieur qui dit qui est un impérialiste yankee, mais qui quand même reconnaît le cadre des nations. Qui reconnaît quand même l'importance de l'espèce humaine. Finalement, l'économie sert à quoi? Si l'économie s'en fout de l'être humain, pour nous parler d'une planète sans être humain, il faut que vous compreniez la différence fondamentale que Donald Trump est venu introduire dans la géopolitique mondiale. Sinon, ça ne sert à rien qu'on discute. Je suis désolé de le dire. Oh, les mondialistes se sont réfugiés en Europe. Ils ont repris les médias. Ils sont dans un anti-trumpisme primaire, c'est-à-dire que c'est grave, c'est une hystérie, c'est grave. C'est l'hystérie au point maintenant d'être devenus des Chinois. Même les Chinois se méfient d'eux. Les Chinois savent que les pleurs européens, là, ils ne peuvent pas suivre ça. C'est pour ça que les Chinois, à la fin, disent que l'on veut négocier. Mais président, j'ai une question. En éliminant les taxes douanières que le président Trump avait imposées en Afrique, est-ce que ça ne place pas l'Afrique sur une position d'arbitre involontaire entre les États-Unis et la Chine? On va y arriver, mais pour l'instant, on comprend d'abord. Il faut une émission spéciale rien que sur ça. Là, je demande même ça. Là, je vais expliquer les choses de manière plus claire en détail. Trump n'a pas été élu par le monde entier.